la tâche aussi, l'ampleur, les gens ne la voient pas de façon globale. On se dit, je vais prendre soin de ma mère, je vais juste avoir besoin de lui apporter quelques plats par semaine, puis d'aller lui jaser une heure ou deux. Mais il y a tout le travail mental derrière de s'inquiéter pour la personne. Les personnes aidées, c'est les personnes qu'on aime. On se fait du souci pour elles. C'était une surprise totale, là. Tu sais, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'étais même dit, « Oh mon Dieu, tu sais, si jamais mon père est malade » ou quand j'ai vu qu'il commençait à devenir vieux, qu'il commençait à avoir des pertes cognitives, il y avait comme une lourdeur qui venait avec ça. Puis je me disais, bon, va falloir que, tu sais, m'en occupe, ça. Et ça a complètement changé. En fait, c'était plus là. J'avais envie d'être avec lui. J'ai la chance de venir d'une famille très unie, puis malgré ça, pour nous, là, tu sais, tout est correct, là, tu sais, c'est une page qui est tournée, puis ça va. Mais quand on était là-dedans, ça a créé des tensions parce que on n'avait pas tous la même vision de ce qui était le mieux pour ma grand-mère. Bonjour, ici Marina Orsini et bienvenue à nos histoires qui résonnent grâce au balado des proches aidants, qui en fait cherchent à faire connaître mieux le rôle des proches aidants et aussi aider les gens à trouver des solutions dans leur quotidien, faciliter votre vie au quotidien. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de quand la relation change. Parce que c'est clair que ça va arriver, c'est presque la réalité d'emblée dans la vie d'un aidant et face à son aidé, face à la personne qu'on aide. C'est une relation qui se réinvente, des fois difficilement, qui bouleverse nos habitudes, nos codes aussi, inévitablement, dans un couple, dans notre relation avec notre enfant même. Nous allons aborder ce sujet-là avec quelques personnes, entre autres la comédienne Marika Loumeau, qui, elle, a créé le balado Devenir Margot. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre ce balado-là, mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est touchant, c'est bouleversant. C'est la relation qu'elle a avec son père, donc atteint d'Alzheimer. Il y a Annie Soleil Proto, qu'on connaît bien grâce à Salut Bonjour. Elle est là les week-ends, chroniqueuse, qui va nous parler, elle, de sa grand-mère qu'elle a accompagnée dans la maladie. Elle a aussi réalisé et produit le documentaire La dernière maison. Je me suis couchée tard hier, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça tellement beau. Qui expose, en fait, c'est un documentaire choc, c'est coup de poing un peu, parce que ça expose les difficultés à obtenir des soins à domicile, en fait. Et à la question aussi, peut-on vieillir? On parle souvent de mourir dans la dignité, mais peut-on vieillir dans la dignité? Et Charlotte Baudet aussi, qui est coordonnatrice clinique pour l'organisme L'Appui. Alors, Charlotte, on peut dire, elle est vraiment, en tout cas avec les conseillers, en première ligne du service et téléphonique et courriel. Elle va parler aussi de l'équipe d'intervention qui répondent, en fait, quand vous écrivez à l'appui, quand vous appelez, quand vous téléphonez à l'appui, ce sont ces gens-là qui vous répondent. Alors, une belle brochette d'invités aujourd'hui, un bel épisode à vous proposer. Bienvenue au balado des proches aidants. Charlotte Baudet est coordonnatrice aux proches aidants à l'Appui, donc l'Appui des proches aidants. Bienvenue, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Je veux préciser, tu es coordonnatrice clinique du volet formation en ligne. Quand j'ai lu ça hier dans ma recherche, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça fait? Donc, une coordonnatrice clinique de la formation en ligne. C'est plusieurs chapeaux, en fait. Le premier chapeau, coordonnatrice clinique, c'est de faire la supervision de tout ce qui est au niveau de l'intervention au service info-aidant. Okay. Donc, c'est moi qui est en soutien aux intervenants. Je les aide, par exemple, à développer leurs habiletés d'intervention. Donc, vraiment pour les proches aidants? Pour les conseillers aux proches aidants. OK, c'est ça. Donc, toi, tu t'occupes de l'équipe qui répond aux proches aidants quand on écrit, Exactement. quand on appelle. OK, exactement. Parfait. Donc, ça, c'est mon premier chapeau. Puis, le volet des programmes de formation et de soutien en ligne, c'est des programmes qu'on offre pour les proches aidants. Pour le moment, on en a 2. Moi, je supervise l'implantation par rapport à ça. Donc, je forme les tutrices. C'est moi qui apporte aussi le soutien là, de la même manière que pour les intervenants qui sont sur la ligne. On jasait tantôt ensemble, Charlotte, puis tu disais, puis on le constate, on le sait, mais c'est toujours intéressant venant de l'équipe que les proches aidants sont les plus négligés, en fait. Hein, dans les soins de santé, dans tout ce qui touche à la santé, accompagner quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en fin de vie. Il y a des services pour les aider, mais il y a très peu... C'est peu organisé pour les aidants, en fait.
c'est les oubliés, souvent, Ouais. du réseau, parce que la manière que ça fonctionne, c'est que les intervenants, leur clientèle, c'est les personnes aidées. Ouais. Donc, souvent, c'est une vision spécifiquement sur cette personne-là, mais cette personne-là, c'est un réseau. Puis Mon Dieu, tout oui. le monde autour est souvent oublié. Souvent, on va parler aux gens. J'ai regardé des documentaires sur toutes sortes d'histoires de proches aidants. Et souvent, les gens, c'est pas quelque chose à laquelle ils pensent. Être un proche aidant, ben non, c'est mon mari, je suis sa femme. Ben non, c'est ma fille, je suis sa mère. Mais c'est un nouveau rôle. Il faut le donner ce titre-là à la personne parce que c'est pas juste de lui faire à manger puis de l'assister au cours de la journée. C'est beaucoup plus que ça, le rôle d'un proche aidant. C'est un nouveau rôle aussi pour une personne. Tout à fait. Les gens ont l'impression que c'est la continuité naturelle de leur rôle d'époux, d'épouse, de parents, d'enfants, mais c'est un nouveau chapeau qui se rajoute, c'est des nouvelles tâches, c'est des choses qu'on n'a jamais fait avant. Donc, ça nous met dans une position où est-ce qu'il faut qu'on réévalue c'est quoi nos limites, c'est quoi nos besoins, mais c'est pas toujours instinctif de tourner la page à partir d'aujourd'hui, je suis proche aidante parce que j'ai commencé à faire ça. Exact. Non, on devient pas comme... On le disait tantôt ensemble, on devient pas proche aidant en 24 heures. Là. C'est toute une vie qui change, c'est tout un apprivoisement. C'est quoi le discours que vous entendez? Parce que tu es très, très bien placée, Charlotte. Toi, tu formes les intervenants, les conseillers, conseillères. Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous recevez des appels, quand on vous écrit? Les gens, les proches aidants qui font appel à vous, là, qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais que c'est sûr qu'il y a un peu tout, mais il y a 3 grands sujets qui reviennent beaucoup puis qui sont beaucoup interreliés. Premièrement, l'épuisement. On constate vraiment beaucoup que les gens nous appellent. Ça fait pas depuis hier qu'ils sont proches aidants. Ça fait plusieurs années. Puis là, ils commencent à sentir le poids de tout ce qu'ils font. C'est un appel au secours Exactement. aussi. Exactement. Ça, c'est la première, je dirais, là, ce qui revient là, de façon le plus fréquent. Ouais. Après ça, il y a tout ce qui concerne l'impuissance. Mon proche est malade, j'ai pas de pouvoir sur sa maladie, j'ai pas de pouvoir sur les traitements qu'il reçoit. J'ai pas de pouvoir si c'est quelque chose de dégénératif, puis qu'il guérira peut-être jamais. Puis, en même temps, au-delà de ce qui se passe, ben, j'ai peu de pouvoir aussi par rapport à la réaction de ma famille. J'ai peu de pouvoir par rapport au service. Donc, cette impuissance-là, elle est vraiment, vraiment fréquente. Moi, c'est de ça que les intervenants me parlent le plus. Oui, les gens se sentent démunis. Hein? Oui, tout à fait. Puis, le troisième thème qui revient le plus souvent, c'est la culpabilité. Je me mets de côté parce que la personne, elle est malade, donc elle devrait être en premier plan. Ça, on entend beaucoup ce discours-là. C'est comme logique, là. C'est ça. C'est comme si les gens pensent ça d'emblée. Mais de faire ça pendant trop longtemps, à un moment donné, ils sont confrontés à leurs propres besoins qui réapparaissent. Puis là, ils se disent, ben j'ai toujours été capable de faire ça, pourquoi là, je suis plus capable? Puis tu devrais être capable de faire ça. Exactement. Je dois faire ça, je le dois à mon parent, il s'est occupé de moi. Donc, le sentiment du devoir crée vraiment cette impression que j'ai pas remboursé quelque chose à mon parent. Donc, la culpabilité vient beaucoup de là. Oui. On le dit d'emblée, les services, il y en a beaucoup de services pour les gens malades. Hein, quand on se met à chercher, là, il y en a des services. Mais l'aidant est toujours au second plan. Alors que, on reprend encore l'image dans un avion, hein? Quand on nous dit de mettre notre masque, là, je veux dire, faut se le mettre à nous. Si nous, on veut être un bon proche aidant, il faut d'abord être en forme, il faut se créer un équilibre, il faut trouver des alliés, des outils pour être capable de mieux aider cette personne-là. Oui. Et ça, c'est comme si le système, on va l'appeler comme ça, pense pas à ça ou pas assez, en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est la vision... c'est qu'ils ne réalisent peut-être pas que le proche aidant le fait d'être proche aidant le met en position de vulnérabilité, que c'est une fragilité en soi. Mais dès le départ, d'apprendre qu'un proche, ton mari, ton enfant, ta sœur est atteinte d'une maladie, déjà ça nous scie les deux jambes. Puis si c'est une personne qui est seule,
c'est clair que l'élan du cœur va faire qu'on veut aider ces personnes-là. Puis après ça, on essaie de gérer ça puis de comprendre. Puis ils disent aussi, au départ, une des choses les plus importantes, c'est de comprendre la maladie. Oui. Hein, pour bien s'organiser, il faut comprendre. Tu sais, il y a plein d'étapes, en fait. Oui, tout à fait. Mais les étapes ne sont pas toujours claires. Non. Il n'y a pas un guide qui nous dit, bon, ben à partir de demain matin, je suis proche aidant, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis c'est quoi? Parce que tous les parcours sont différents. Il y a des personnes qui vont ressentir un besoin d'aller chercher du soutien très tôt, qui vont être très organisées, qui vont se dire, bon, mais je vais regarder c'est quoi un petit peu les ressources autour de moi. Mais c'est pas généralisé. Mais c'est très rare. Parce que ça aussi, il y en a qui sont... On l'a vu ici, là, ça fait 2 saisons qu'on fait le balado. Les gens parlent beaucoup. Tu sais, chez les Haïtiens, ça m'est revenu. On ne demande pas de l'aide. On s'occupe, puis on ne demande pas de l'aide. C'est aussi culturel pour certaines personnes. Mais en général, je pense, culturel ou pas, on pense qu'on devrait être capable de tout gérer, en fait. Alors que c'est impossible. Parce qu'on n'a pas assez de connaissances non plus. Non, puis je pense que la tâche aussi, l'ampleur, les gens ne la voient pas de façon globale. On se dit, je vais prendre soin de ma mère, je vais juste avoir besoin de lui apporter quelques plats par semaine, puis d'aller lui jaser une heure ou deux. Mais il y a tout le travail mental derrière de s'inquiéter pour la personne. Les personnes aidées, c'est des personnes qu'on aime. On se fait du souci pour elles. On veut... Naturellement. Puis on est toujours en train de penser, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ah, elle m'a dit telle chose la semaine passée. Peut-être qu'il existe des ressources, je vais faire des recherches. Donc, le travail de proche aidant, c'est pas juste au moment de la présence auprès de l'aidé, mais c'est tout le temps qu'on passe. Ça nous habite 24 Exactement. heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est clair. Hein? Parlons de vulnérabilité. On a de la misère avec ce mot-là. On le sait qu'on risque de craquer comme proche aidant. On s'en rend même pas compte. Donc, de tomber malade. Puis vous dites qu'il faut faire de la prévention. Oui. Donc, ça se traduit comment? C'est quoi ça, de la prévention? C'est pas toujours évident d'être à l'écoute par rapport au prochain aidant quand on ne reconnaît pas qu'on en est un. Oui, c'est la première étape. Hein. La première étape, c'est de reconnaître, oui, je suis proche aidant, puis je vis certaines situations, puis j'ai certains besoins. Donc, c'est vraiment la première marche qui est difficile à atteindre. Puis après avoir identifié qu'on est proche aidant, oui, il existe des ressources. C'est pas toujours clair où il faut qu'on aille les chercher. Il y a aussi beaucoup d'isolement qui vient avec ce rôle-là. Solitude, isolement. Oui. Danger. Oui, vraiment. Danger. Puis les gens nous le disent au téléphone. Je peux pas en parler à ma famille. Je veux pas alourdir ma relation avec mes amis. Donc, le sentiment de solitude là-dedans est très grand. Puis, le besoin, nous, quand ils nous appellent, souvent les proches aidants, c'est justement parce qu'ils ressentent ce poids-là depuis tellement longtemps. Mais c'est plusieurs facteurs. C'est oui, la situation de l'aidé peut avoir changé, s'être dégradée. C'est oui, il commence à en faire plus. Mais en plus, ils sont pas capables d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Oui, parce que c'est évolutif, tout ça. Je trouvais ça intéressant, Charlotte, parce que vous dites aussi que c'est une arme à 2 tranchants, la proche aidance, face au système de santé. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand on pense notamment là, dans les dernières années, le rôle de proche aidant a été plus médiatisé. On le reconnaît. Oui, on le reconnaît encore plus. Faut-il lui donner oui. des outils? Bien, il y a la politique nationale qui a été élaborée, puis tout ça. Donc, on en entend plus parler. Aussi, avec la pandémie, on a beaucoup, beaucoup entendu parler des proches aidants, notamment par rapport aux accès au CHSLD, au RPA, des choses comme ça. Les CLSC, mais on en jasait aussi avant de commencer. Ces services-là vont aussi donner une grande responsabilité aux proches aidants. Là. Il y a certains intervenants qui voient les proches aidants comme des outils. C'est là qui est le double tranchant. Oui, c'est extraordinaire la reconnaissance, les avancées qu'on a fait au niveau de la reconnaissance. Mais le danger, c'est de créer des attentes par rapport
à la présence de ces proches aidants-là. Ce pas des professionnels, c'est des personnes qui sont là parce qu'elles aiment leurs proches, comme je disais tout à l'heure. Puis, c'est des personnes qui sont déjà en position de vulnérabilité avec des fragilités. Donc, le danger, c'est de donner un poids supplémentaire à ces personnes-là. Donc, de savoir les accompagner. C'est pas juste de... C'est clair que vous devez faire ça, c'est clair que ça revient à vous, puis ça, c'est clair que vous devriez être capable de faire ça. Il y a un peu ça dans ce que tu dis. Exactement. Comme par exemple, il y a un proche aidant qui nous avait appelé il y a quelques années. Il prenait soin de sa mère. Et puis, sa mère était... elle était alitée, était handicapée lourdement et elle avait besoin de soins tous les jours. Elle était depuis 2 ou 3 ans sur la liste d'attente pour un CHSLD quand lui, il nous a appelés. 3 ans. Et puis, sa détresse venait du fait que la travailleuse sociale insistait pour qu'il prenne plus de tâches. Mais il y allait à tous les jours, il n'y avait pas de voiture, il y allait à pied. Ça lui prenait 2 heures de son temps juste se déplacer. En plus des soins, de donner le bain, d'aller faire l'épicerie. Donc, épuisement garanti. C'est ça. Ce proche aidant-là, il nous a appelés, puis il était complètement au bout du rouleau. Puis, malheureusement, c'est justement la travailleuse sociale qui était au dossier pour ce monsieur-là qui mettait de la pression sur lui. Est-ce que vous diriez, puis je parle de vous, toute l'organisation, qu'il y a une certaine conscientisation qui devrait être faite auprès des intervenants de première ligne, là? Eux autres aussi, il faudrait peut-être les mettre sur un banc d'école, dans le sens où, voici, en 2020, il faudrait développer les services, puis de cette façon-ci. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on sent que ça va se faire? On constate plus d'ouverture de ce côté-là. Donc, des intervenants qui commencent justement à prendre conscience que les proches aidants ont leurs propres enjeux. Donc, on ne peut pas leur confier des tâches qui sont constantes et demander un standard à chaque fois, ça n'a pas de bon sens. Il y a des intervenants qui font cette réalisation-là, mais il y a beaucoup de travail encore à faire par rapport à ça. Bien, merci, Charlotte. Merci de nous éclairer. Puis c'est toujours intéressant de voir le travail que vous faites. On parle de l'appui, où les gens peuvent téléphoner, peuvent écrire, vont trouver des conseils, de l'accompagnement, vont découvrir où se trouvent les services dans leur région. Mais c'est toujours intéressant d'aller en coulisses puis de voir, OK, ça marche comment en arrière là, pour arriver à offrir cette écoute-là, cette assistance-là aux gens. Puis, ben bravo à toute votre équipe parce que c'est tellement nécessaire et précieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Marika Loumeau dit qu'avec un papa atteint d'Alzheimer, ça a été une occasion pour elle de repenser sa relation avec son papa. On est tellement content de t'accueillir. Bonjour, Marika. Bonjour. Je veux te dire que, en tout cas, on va parler de ton balado. Il y a tellement d'affaires à parler. Je me suis couchée tard l'autre soir aussi parce que j'ai écouté 4 épisodes de ton balado. Devenir Margot. Vraiment, c'est troublant, c'est interpellant. Je trouve que les gens, il y en a probablement beaucoup qui l'ont déjà entendu, écouté. Mm-hmm. Si vous ne l'avez pas encore fait, installez-vous parce que c'est un voyage à l'intérieur, premièrement, du cerveau de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer et, je dirais, à l'intérieur du cœur d'une famille, d'une fille. C'est ton papa, Roger. Mm-hmm. Ouais. Qui est face à cette expérience de vie-là qui est complètement bouleversante, troublante, chavirante même. Je pense que quand ton père a été, donc quand ça a été diagnostiqué officiellement, Alzheimer, mélange de démence, ça a été un choc. Mais évidemment. En fait, pour nous, je pense que mes parents nous ont un peu protégés de... Tu sais, moi, j'ai jamais su qu'il y avait un diagnostic comme tel. Là. Tu sais, ça a été très long. On a vu beaucoup de symptômes puis de changements chez mon père avant qu'il y ait un diagnostic clair. Donc, quand on a su vraiment ce que c'était, on avait déjà vu beaucoup de changements, en fait, dans son... Ce qui est intéressant, devenir Margot, parce que ton nom, c'est Marika, c'est pas Margot. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui a créé toute cette ouverture à cet univers-là, c'est que ton papa, dans sa maladie, pensait que tu étais Margot,
son ami d'enfance. Oui. Et il était convaincu, dur comme fer, là. Oui, c'est arrivé assez brusquement, en fait. Je dirais même du jour au lendemain. Mon père s'est retrouvé à l'hôpital parce que là, il y avait beaucoup d'anxiété et ma mère ne savait plus quoi faire. Donc, elle l'a amené à l'hôpital. Alors, il a passé quelques jours là. Et quand je suis allée le voir, il était content de me voir, puis il me disait que ça faisait longtemps qu'il m'avait vu, puis il n'en revenait pas que j'aille le voir, que je vienne de si loin, tout ça. Fait que petit à petit, j'ai fait, ben voyons, on dirait que c'est pas à moi qui parle. On dirait... Et à un moment donné, là, il s'est mis à m'appeler Margot. J'avais aucune idée de qui il parlait. Et petit à petit, en posant des questions, en le faisant parler, ben là, je me suis rendu compte que c'était une petite amie d'enfance, une voisine, en fait, mais dont on n'avait jamais entendu parler. De Bedford. De Bedford, parce qu'il a passé son enfance à Bedford. Donc, et c'est quelque chose, Bedford, c'est resté dans son souvenir quelque chose de très... oui. Une espèce d'époque... clair pour lui, oui, en plus. Hein, oui. Parce que quand on l'entend parler, là, il y a comme toute une lucidité. Pas une fausse lucidité, mais pas du tout d'époque. En fait, là, il est tellement convaincu. Puis ça, c'est une amitié d'enfance et d'adolescence aussi. Oui, bien, en tout cas, tu sais, j'ai essayé après ça de savoir un peu qui c'était. Et, tu sais, mais oui, ça semble s'être étendu à l'adolescence aussi. Mais ce que j'aime, Marika, c'est que dès le départ, tu dis, moi, c'était un choc d'abord, puis c'était un double choc de savoir que mon père pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Fait que toi, tu avais tendance à le ramener toujours. C'est l'instinct, je pense, de tout le monde au départ. Chose à ne pas faire, c'est ce qu'on apprend avec le temps. Ouais. De ramener à la réalité puis de dire, ben non, papa, je suis pas Margot, moi, je suis Marika, je suis ta fille. T'as comme vécu cette étape-là aussi. Oui, puis je voyais ce que ça faisait sur lui quand je lui disais que j'étais pas Margot, que j'étais sa fille. Lui, il a complètement oublié qu'il y avait des enfants, en fait. Et ma sœur et moi, on est disparus de son cerveau en tant que ses filles, en tant que... Lui, sa paternité, c'est comme si elle disparut avec sa maladie. Jamais eu à quelque Hein? part. À un moment donné, même, il me dit, puis on l'entend dans le balado, il me dit, ben voyons donc, si j'avais eu des enfants, je le saurais. Fait que donc, oui, fait qu'il y a eu il y a eu un moment où là, j'essayais de le ramener. J'avais l'impression qu'il pourrait éventuellement se souvenir ou revenir à notre réalité, mais je voyais bien que ça le mettait dans l'anxiété. Il n'avait aucune idée de quoi je lui parlais. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté je dirais pas de me battre parce que je me battais pas quand même, là, tu sais. Oui, mais c'est quand même un combat intérieur dans le cœur. Oui. Tu fais, ben attends, je vais le ramener, Oui. moi, je vais l'aider à... Ben c'est oui. pas comme ça que ça marche. Puis il me reconnaissait. Il était content quand j'arrivais. Il savait que j'étais quelqu'un de très familier, quelqu'un qui aimait beaucoup. Mais j'étais devenue Margot. Puis ça fluctuait pas. C'est resté comme ça. Et est-ce que tu lui ressemblais? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu fais comme une recherche. Ben, à un moment donné, il m'identifie sur une photo et c'est difficile. J'ai vu quelques photos après. Es-tu brune? Es-tu blonde? Es-tu oui, rousse? Elle est brune. OK, déjà, ça. Elle est brune, pas très lui. grande. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut, oui, tu sais, c'est pas comme une grande blonde, puis moi, je suis une petite brune, là. C'est quand même une petite brune. Ouais. Il peut avoir, oui, une certaine ressemblance, mais... Marika, à quel moment tu as accepté ton nouveau rôle, pas juste de proche aidante, mais de Margot, parce que tu as aussi toute l'ouverture dans ce balado-là de dire que tu as eu une relation complexe avec ton père, qui a été une relation souvent conflictuelle. Il semblait être un homme exigeant envers toi. Mm-hmm. Puis tu dis qu'en même temps, la maladie, et ça, j'ai trouvé ça très, très touchant, nous a libérés en quelque sorte. Oui. Bien, en fait, c'est comme si j'étais libérée de mon rôle de fille. Marika, là. Oui, Ça libérait Marika. Ça libérait Marika des attentes inadéquate. Oui, tu sais. Il y avait quelque chose de ça quand t'en parles. Des attentes que mon père aurait pu avoir envers moi ou des attentes que moi, je me mettais face à lui qui datent de longtemps. Tu sais, l'espèce de... On dirait que là, tout à coup, je suis sortie de mon rôle de la fille de Roger qui doit agir de telle manière, puis je suis juste devenue moi, puis lui, il est juste devenu lui. Parce que moi, mes attentes envers lui sont tombées aussi. Fait que c'est comme si on devenait juste deux personnes dans ce moment-là qui s'aiment.
Puis c'est vraiment ça. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté. J'ai toujours repoussé mon père un peu. Tu sais, j'ai toujours été... Lui voulait beaucoup qu'on ait une relation plus proche. C'est toi voulait c'est moi qui repoussais tout le temps parce que ça venait avec... Il fallait que je réponde à certaines attentes. Ou, tu sais, il y avait comme une espèce de... Je vais rentrer dans la psychanalyse de ma relation avec mon père, mais oui, tu sais, il y avait comme une espèce de... ça ou ont vécu ça dans leur vie. Il se projetait beaucoup dans moi, fait que, tu sais, mes réussites devenaient ses réussites, puis, tu sais, fait que moi, je l'ai beaucoup repoussé. Puis là, c'est comme si, dans la maladie, il n'y avait plus cette pression, il n'y avait plus ces fils-là qui nous rattachaient puis qui faisaient que la relation était un peu... qu'elle pouvait être lourde pour moi. Exact. Il n'y avait plus de lourdeur. Mais sais-tu où j'ai pleuré, littéralement, quand tu dis, soudainement, j'ai pu aimer mon père comme il aurait souhaité que je l'aime toute sa vie. Ouais. Ouais. Ça m'a tellement chaviré le cœur d'entendre ça, là. Parce que c'est réel, ça. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, on pense toujours que les relations enfants-parents, ça devrait être facile, harmonieux. Non, ça ne l'est pas. Puis c'est pas vrai qu'on aime toujours nos parents comme peut-être on devrait. Et vice-versa, nos parents ne nous aiment pas toujours. Ouais. Mais ça, pour moi, là, c'est... Ouais. Alors, est-ce que c'est à dire, Marika, qu'à travers la maladie, là, dans ce cas-ci, c'est de l'Alzheimer, de la démence, c'est particulier, mais peu importe. Est-ce que c'est à dire que... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers la maladie, on peut réinventer nos relations avec nos aidés? Avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec... moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais. C'était une surprise totale. Là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'étais même dit, « Ah, mon Dieu, si jamais mon père est malade » ou quand j'ai vu qu'il commençait à devenir vieux, qu'il commençait à avoir des pertes cognitives, il y avait comme une lourdeur qui venait avec ça. Puis je me disais, bon, il va falloir que je m'en occupe. Ça. Et ça a complètement changé. En fait, c'est devenu... C'était plus là. J'avais envie d'être avec lui. Aussi, il restait, je trouve, la beauté de mon père. C'est comme si le vernis social était parti, puis on avait accès à sa vulnérabilité. Il restait le même, il avait son petit caractère, puis c'était pas facile tous les jours, mais on dirait qu'on pouvait toucher vraiment à qui il était profondément. Puis ça, j'avais pas eu accès à ça avant dans ma vie. Donc au contraire, j'ai aimé prendre soin de lui, en fait, alors que je pensais que ça serait la tâche que je voudrais pas faire, puis que ça serait un fardeau. En fait, je m'attendais à ce que ça soit un fardeau. J'étais prête. J'étais là, bon, le fardeau est arrivé. Puis c'est pas ça du tout qui s'est passé, en fait. Est-ce que tu as su, parce que là, toi, il y a aussi... Tu sais, oui, certainement que dans son cœur, là, c'est sa fille qui était devant lui, mais lui, consciemment, c'était pas ça qui se passait dans son cerveau. Est-ce que tu as dû aussi mettre des limites? Parce que Margot, le personnage de Margot, ça a pris beaucoup de place. Puis est-ce que tu as senti qu'il fallait que tu mettes des limites à ça? À un moment donné, c'est arrivé, ça? Il y a 2 choses là-dedans. Oui. La limite que moi, je mettais, c'est que je jouais pas le personnage de Margot. Tu restais Marika. C'est devenir Margot, mais je restais Marika. C'est qu'en fait, lui, quand il s'adressait à moi, Margot, je le faisais, lui, parler de son enfance ou de ce qu'il avait vécu ou de ce qu'il avait aimé à Bedford, puis avec Margot, puis ce qu'il avait vécu ensemble, tu sais. Mais moi, dès que je m'incluais là-dedans, tu sais, je me rappelle au début, je disais « Qu'est-ce qu'on faisait ensemble? » Je me sentais très bizarre. Il y avait un malaise. Fait qu'il y avait une limite que je franchissais pas. Je m'incluais pas, mais je le faisais parler. C'est-à-dire que je refusais pas le personnage, mais je ne le jouais pas non plus. Je me mettais pas à inventer des affaires. Te rappelles-tu quand on a fait des choses? J'étais pas capable d'aller là. T'étais pas dans le mensonge à quelque part. Puis ça m'amène... Parlons du mensonge thérapeutique, parce que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Avec ta famille, hein, avec ta sœur, ta mère... Ça a été nécessaire d'aller là. Puis je trouve ça intéressant pour les aidants de dire non, c'est correct de faire ça aussi, c'est même nécessaire. Bien, en fait, c'est que, tu sais, dans le cas de ton père. Là. Oui, puis je pense que, bon, tu sais, c'est sûr que le terme mensonge thérapeutique contient le mot mensonge, qui est très négatif. Puis là, thérapeutique, on dirait que ça rattrape. Ouais. Mais, tu sais, je sais pas si c'est le bon terme pour ça, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, il y a vraiment un terme qui existe, qui est le therapeutic lie, le mensonge thérapeutique. Exact. Donc, tu sais, oui, c'est qu'à un moment donné, ramener la personne dans la réalité complètement,
c'est pas la solution. C'est impossible. Ben en non, fait. c'est impossible. Puis ça cause plus de tort que de bien. D'anxiété. Mais rentrer complètement dans un mensonge puis créer une espèce de réalité, de fausse réalité, je trouve que c'est pas la solution non plus. Donne-moi Fait un que exemple, Marika, où tu te sentais obligée, ou ta mère ou ta sœur, où vous deviez, là, sur ce moment-là, faire « OK, non, on va dire ça plutôt que ça ». Ben, c'est des fois dans les moments. Ben, quand il nous demandait, lui, il voulait partir, il ne voulait pas rester là, au CHSLD. Pour lui, c'était temporaire, il voulait partir. Tu sais, fait que il nous disait quand est-ce que je vais partir. Ben là, c'était très embêtant parce que si on disait tu vas rester ici pour toujours, Tu peux pas dire ça. non, tu sais, ça en conflit. Puis en même temps, ben on encore 2 semaines, ça n'a pas de bon sens non plus parce que c'est vraiment un mensonge. Fait que, tu sais, on essayait de voir comment ça pouvait rester ouvert, puis en même temps pas mentir. Fait que, tu sais, c'était quoi, on va en ouais? parler. Ben, ma mère disait beaucoup, on va en parler avec le médecin, Ouais. ou bien... moi, j'essayais souvent encore là, de lui poser des questions. C'est-à-dire que s'il disait, ben, est-ce que je veux partir, je veux m'en aller, ben, je lui demandais, tu veux t'en aller où? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce que tu serais mieux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ici? Puis là, ben, souvent, ça faisait que on allait plus dans son sentiment de vouloir partir que la réalité, il va-tu rester ici ou il va-tu partir? Fait que, puis des fois, juste ça lui faisait du bien. Absolument. Parce qu'il y avait juste besoin de D'entendre. dire, je veux partir, je veux m'en aller, je veux vivre autre chose. Ou, il y avait juste besoin de ventiler un peu ses émotions, ce qu'il vivait. Donc, des fois, je voyais que, c'est ça, tu sais. Comme, mettons, si... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, mon père, c'était moins le cas, mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire j'attends ma mère ou je veux voir ma mère. La mère revient souvent mais, tu sais, fait que ça, je me dis, ben peut-être au lieu de dire, ben elle s'en vient, tu sais, parce que ça, c'est pas vrai qu'elle s'en vient, puis en même temps, ta mère est morte il y a 50 ans, c'est pas mieux non plus, ben de faire parler la personne, justement, qu'est-ce que tu aimais avec ta mère, qu'est-ce que vous faisiez ensemble, de quoi tu t'ennuies, de quoi tu aurais le goût, qu'est-ce que tu dirais si elle était là, ou, tu sais, mais ça, j'ai pas inventé ça, là, j'ai quand même fait des formations, je me suis fait aider. C'est là que je m'en allais, parce que oui, t'es allé vers des formations de groupe, entre autres à Trois-Rivières avec le groupe Carpe Diem. Ben C'est ça, c'est... oui, ça, c'est après, par contre. OK, ça, c'était la poste, parce que ton papa, il est décédé. Il est Oui, décédé quand, ton père? il y a 1 an. Il y a au mois de novembre 2020. Oui, mes condoléances. Novembre 2020. Oui. Merci. Mais t'es allé vers des services, des groupes d'aide, en fait. Hein? Qu'est-ce que tu as trouvé, là? Bien, justement, j'ai trouvé des outils pour pouvoir mieux communiquer avec mon père. Parce qu'à un moment donné, on tourne en rond, tu sais. Si la personne répète toujours les mêmes questions ou a certaines obsessions, ou, tu sais, ça devient difficile. Moi, tu sais, à un moment donné, je manquais de Tu façon jongles de avec 12 répondre, balles en puis, même temps. Là. Oui, c'est ça. Puis de pas de se sentir moins seule aussi, parce qu'on s'est senti très toute seule. Heureusement, avec ma soeur, ma mère, on faisait une très bonne équipe, mais mettons, sur place au CHSLD, il n'y a pas de ressources psychosociales pour les aidants ou pour les personnes. Fait que ça, je trouve que c'est un gros manque. On aurait eu besoin d'aide sur place. Fait que... De pouvoir parler. Ben, aujourd'hui, il a fait ça, il a dit ça, oui. on sait pas, mon Dieu, Qu'est-ce on qui se pense... passe? C'est-tu normal? C'est-tu normal ce que je ressens? Puis, oui, des outils, mais aussi une espèce de validation de ce qu'on est en train de vivre. Puis, des fois, il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec ça parce que tu vois la douleur de l'autre. Puis, fait que, OK, mais c'est correct, tu sais, puis t'essayes des choses, puis ça marche pas tout le temps, puis c'est normal que tu ressentes ça. Puis c'est normal que des fois, tu sois tanné, c'est normal que des fois, ça t'énerve, puis que t'aies plus le goût, puis que, tu sais, fait que tout ça m'a vraiment aidé. Ça a été comment, Marika, la fin de vie de ton père, là, le départ de ton père, donc en 2020, là, c'est ce que tu disais. Comment ça s'est dénoué, tout ça, toujours au CHSLD? Oui, à la fin de sa vie, mais je ne savais pas que c'était la fin de sa vie. Là. C'était pas longtemps avant qu'il meure. Je lui ai donné une carte de fête dans laquelle j'ai signé mon propre nom. T'sais. Puis... c'était pas Margot. Là, c'était pas Margot. J'étais incapable de signer Margot. Et lui, puis ça c'est dans le balado aussi, lui...
était très intrigué par la carte. C'est comme si, parce que je disais, ta fille qui t'aime, tu es mon père, tu le seras toujours, même si tu t'en rappelles pas, ta fille qui t'aime, Marika, tu sais. Puis, il comprenait pas, il me demandait c'était qui le père, c'était qui la fille, puis là, je disais c'est moi. Mais c'était la première fois depuis 2 ans et demi qu'il me prenait pour Margot, c'est la première fois que j'ai osé lui dire que j'étais, que moi, j'étais Marika et que j'étais sa fille. As-tu senti ses yeux te regarder comme si tu étais Marika? Ben, tu sais, il m'a dit hey, c'est une grosse affaire que tu me dis là. J'ai dit oui, c'est une grosse affaire. Mais il m'écoutait, puis il n'était pas capable de retrouver l'information, je voyais, mais il me le redemandait, Il savait que c'était important ce que je lui disais, puis il savait que je n'étais pas en train de le niaiser ou que j'étais. Puis ça, je dirais pas que cette fois-là, ça l'a mis dans l'anxiété, c'était plutôt, il voulait comprendre, mais il n'y arrivait pas. Mais ça m'a permis de, juste avant sa mort, de lui dire que je l'aime en tant que moi-même. Fait que ça a été vraiment un super beau cadeau inattendu que j'ai eu. Puis ça, c'est une chose que j'avais peur. Avant la maladie de mon père, je pensais, tu sais, il vieillissait, puis je me disais, éventuellement, évidemment, il va mourir. Ouais. Et comme je l'avais toujours repoussé, je me disais, comment je vais faire pour lui dire que je l'aime? C'est comme si j'ai jamais été capable dans ma vie de lui dire spontanément, papa, je t'aime. Et là, j'ai été capable. Je ne me suis même pas forcée, c'est arrivé. La vie a fait que cette chose-là est arrivée, cette carte-là, lui, s'il est intéressé. Puis, fait que je n'ai même pas planifié dans ma tête de lui dire je vais lui dire ça. Non, c'est arrivé comme ça. C'est comme si la vie a fait en sorte que j'ai été capable de lui dire. Puis c'est pas longtemps avant qu'il meure. Donc, pour moi, c'est comme si ça a vraiment... guéri quelque chose dans ma relation avec lui, puis ça a fait que sa fin de vie, pour moi, était... Il y a quelque chose qui s'est complété dans ma relation avec lui, puis je me dis, bien, pour lui aussi, je pense que c'était important que cette chose-là se passe, même si c'est pas arrivé au moment où lui aurait voulu que ça arrive. Ouais, mais il sentait dans son cœur, dans ses fibres. Oui, je suis certaine que oui. C'est une énergie, hein? En tout cas, moi, je crois à ça. Oui, là. oui. Oh, wow! En tout cas, c'est 6 épisodes, je vous le dis. C'est grâce à Télé-Québec qu'on retrouve sur la plateforme, en fait, numérique de Télé-Québec, le téléquébec.tv. Et je suis curieuse de savoir, suite à ce magnifique, ce qui est devenu un projet, en fait, et dont on peut tous bénéficier là, à travers ton expérience. Puis c'est tellement grand, il y a tellement une ouverture du cœur, là. Quel beau courage! Vraiment, bravo, Marika. Là, je veux dire, d'arriver à faire ça, là, c'est... un exercice quand même important. Est-ce que est né de ça d'autres projets, d'autres envies de faire d'autres affaires comme ça? Ben oui, en fait, justement, tantôt t'en parlais, j'ai découvert après la mort de mon père, parce que je suis allée à l'université faire des cours en gérontologie. Ça a vraiment ouvert des portes pour moi. Puis j'ai aussi été très... Puis t'es comédienne. Nous, on se connaît, on s'est croisés à quelques reprises. T'es d'abord comédienne. Oui. Donc... gérontologie. Oui, en gérontologie. J'ai fait des cours à l'université en gérontologie parce que c'est ça, cette expérience-là m'a inspirée. J'ai eu envie de continuer à connaître la vieillesse puis à connaître la maladie d'Alzheimer en particulier. Et aussi, j'étais un peu découragée et même des fois choquée des conditions de vie dans lesquelles mon père a été placé. Oui, c'est ça, dans les 2 dernières années de sa vie, les 3 institutions qu'on a faites avant sa mort. Donc, je me disais, c'est pas possible, je veux continuer à réfléchir à ça, comment on peut mieux accompagner les personnes, tu sais. Je trouvais qu'on était laissés à nous-mêmes, je trouvais que lui était laissé à lui-même, etc. Donc, dans un de mes cours de gérontologie, je suis tombée sur une vidéo de la maison d'hébergement Carpe Diem à Trois-Rivières, qui est une maison d'hébergement pour personnes qui souffrent d'Alzheimer. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai été, tu sais, pour moi, ça a été, mais mon Dieu, leur approche était exactement tout ce que j'aurais voulu pour mon père. Fait que là, j'ai vu qu'ils donnaient des formations sur leur approche. Donc, je me suis inscrite à une formation. J'ai fait, même si mon père était décédé, c'est pas grave, je voulais savoir comment eux accompagnaient les personnes. Et en fait, c'est une vraie maison, c'est un ancien presbytère. Et les gens là-bas sont tous, ils vivent tous avec la maladie d'Alzheimer et ils continuent une vie quotidienne. Ils sont impliqués dans les activités quotidiennes et ils sont vraiment
considérés comme des individus, comme des personnes jusqu'au bout. Tout est organisé dans la maison, dans l'organisation du travail, dans comment il fonctionne. Tout est organisé pour... On déjeune, on fait notre vaisselle, on fait ça. Il y a comme quand même Oui, une certaine... s'ils peuvent, tu sais, quotidien, il y a un ouais. quotidien. Tout est organisé pour que la vie quotidienne, pour que la vie là-bas soit le prolongement de la vie quotidienne des gens le plus longtemps possible. Donc, j'ai été très inspirée par eux et la directrice avait écouté le balado, on a échangé, on a cliqué ensemble, puis à un moment donné, j'ai fait, j'ai envie de pousser plus loin mon expérience de Carpe Diem. Alors, j'ai proposé à Nicole Poirier, qui est la directrice, d'aller vivre là pendant quelques semaines et d'enregistrer, en fait, de faire un nouveau balado, mais de mon expérience là-bas. D'être témoin, là, d'être de cette témoin, vie-là. oui, de vivre avec tout le monde, là, là, de tu l'as dormir fait? là. Là, je l'ai fait, puis je suis en train de finaliser le balado parce que je l'ai fait avant Noël. Je suis allée vivre là Wow. 3 semaines. Donc, on aura j'ai droit à vécu un toutes sortes autre d'affaires. balado. Oui, c'est directement la suite. C'est pas devenir Margot, c'est devenir Roger. Ah, wow. Ben là, le titre n'est pas final, mais moi, c'est mon titre de travail parce que c'est un peu ça. J'ai essayé de me mettre à la place de mon père, voir comment j'aurais vécu, continuer à connaître la maladie, puis voir quel genre de fin de vie il aurait pu avoir s'il était allé dans un endroit comme ça. Ah, que c'est beau. Puis ça marche tellement, devenir Roger. Là. Oui. On le voit, tu sais. Marika, merci de ta visite. Merci beaucoup C'est un de beau l'invitation. privilège de t'avoir avec nous, d'avoir ce témoignage-là. C'est inspirant pour tout le monde, je pense. Là. Oui, toi, ton père, dans ce cas-ci, c'était l'Alzheimer, la démence, mais peu importe, ça ouvre toute une vision, en fait, puis c'est clair que ça vient du cœur. Merci infiniment. C'est clair. En fait, la connexion reste, Ouais. peu importe. C'est ça que j'ai découvert, en fait. La communication peut rester, peu importe. Merci. Merci. Merci beaucoup. On la retrouve tous les week-ends à Salut, bonjour. Et là, on a le privilège de l'avoir avec nous ici même en studio. En juin 2021, elle nous a présenté le documentaire La dernière maison, qui relate de son expérience auprès, je dirais, de sa grand-maman, puis la fin de sa vie. Annie Soleil Proto, merci d'être là. Hey, merci beaucoup, Marina, de m'avoir invitée. Je te le dis, là, je me suis couchée très tard hier soir. J'ai finalement pu voir ton documentaire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est très troublant, c'est bouleversant, c'est tellement la réalité. Et c'est né, effectivement, toi, ta grand-maman est décédée en 2017. Mm-hmm. Puis c'est à travers ce vécu-là, d'ailleurs, tu as commencé à tourner, c'est 2020. Tu l'as porté pendant 4 ans avant de pouvoir le réaliser. Ça a dû être épouvantable. Ah, c'était dur parce que, tu sais, tout ça part, tu le disais, de l'histoire de ma grand-mère, Oui. de sa fin de vie que j'ai trouvée vraiment tragique parce que ma grand-mère aurait voulu vieillir dans sa maison. Finalement, il est arrivé une série d'événements qui ont fait en sorte qu'elle a déménagé, beaucoup à contre-cœur. Et ce déménagement-là a été tellement un grand choc pour elle que, à la fin, ça l'a tuée. Donc, j'ai trouvé ça très difficile de voir les derniers mois de sa vie dans l'angoisse, à l'hôpital, à pas comprendre ce qui se passait, pourquoi elle était dans un état qui se dégradait tout le temps. Et Est-ce que toi, moi, tu aurais souhaité des soins à domicile? Ouais. C'est ça le but du documentaire, Oui. c'est la non-accessibilité aux soins à domicile. Ça aurait tout changé. Exactement. En fait. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance de venir d'une famille du côté de mon père qui est extrêmement unie. Oui. Puis, moi, ce que je souhaitais, parce que ma grand-mère, elle me le disait à moi, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison. Mais, tu sais, ces gens-là, on les appelle la génération silencieuse. Hein? Oui. Nos grands-parents, moi, mes grands-parents, en tout cas. Et Parle pas, ils elle, subissent. c'est ça. Puis ils veulent pas déranger. Exact. Puis ma grand-mère osait pas dire à ses enfants, donc mon père puis ma tante, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison et non de déménager dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Ça, donc, c'est très touchant, d'ailleurs, la rencontre avec ton père, où tu parles de ça. Là, tu vas le rejoindre où il habite, puis tu fais comme... Toi, tu ferais quoi? Puis on sent que t'es pas fâché contre ton père, mais t'es porté par un sentiment de « Oui, mais toi, là, tu te rends pas compte, tu sais. Toi, tu vas faire quoi quand tu vas avoir 80? » Ouais. Et ton père devient tellement ému face à... On dirait qu'il n'a jamais pensé à ça. Oui.
c'est comme si il l'a vécu pour sa mère, tu sais, de devoir vivre. Parce que ma grand-mère était 100% autonome, là. Elle était dans sa maison et là, bon, il commençait à y avoir des petites choses de temps en temps. Puis moi, j'habitais 4 portes à côté, là. Donc, le déménagement, finalement, a eu lieu parce que ce qu'elle disait au reste de la famille, c'était « Ah, ben oui, tu sais, peut-être que je pourrais déménager dans une résidence privée pour personnes autonomes. Il y aurait d'autres mondes, puis bon, peut-être. » Mais moi, quand j'étais toute seule avec le soir, elle me disait « Ben, je veux pas y aller là-dedans. J'ai peur. J'aimerais mieux rester dans ma maison. » Puis là, moi, ce que je disais, c'était, ben, pourquoi on n'engage pas de l'aide pour les choses qu'elle veut plus faire? Parce que, écoute, elle passe encore la tondeuse, là, puis elle pelletait ses marches. On le voit que c'est une femme qui avait, de la drive, comme on dit. C'est le Parkinson, hein, qu'elle avait, ta grand-mère, finalement, c'est ça. Mais sans symptômes. Tu sais, le Parkinson, il y a une période qui peut être très longue de lune de miel qui, en moyenne, va durer 9-10 ans. Ma grand-mère, ça faisait 10 ans, là, donc là, ça commençait tranquillement des petits symptômes. Mais c'était pas dramatique. C'est vraiment le choc du déménagement. Puis j'ai rencontré un paquet de spécialistes qui m'ont dit ça. Ouais, oui, puis on te voit au téléphone, tu fais des appels, là, puis tu les enregistres, puis on voit les réponses des services, soi-disant, qui te répondent des affaires, puis on te voit réagir, faire quoi? Ouais. Dans tes yeux, on voit le choc d'entendre certaines choses par rapport à ça. C'est parce que malheureusement, je trouve qu'il y a tellement on va appeler ça des services, qui sont offerts sur une base de faire du cash. Moi, j'ai rien contre vouloir faire de l'argent dans la vie. Je trouve ça bien correct. On a choisi d'être dans une société capitaliste. Les gens ont besoin d'argent et veulent en faire. Correct. Mon problème, il est quand on veut faire de l'argent sur le dos de personnes vulnérables. Là, dans le cas des aînés, moi, je trouve ça vraiment tragique. Puis quand je vois des grands groupes milliardaires qui possèdent des résidences privées pour personnes âgées, qui font miroiter des choses, une marchandise qu'ils ne livrent pas, qui font croire que ce qu'ils font, c'est des soins de santé, alors que c'est faux. Ce qu'ils font, c'est de l'immobilier et c'est pour ça que c'est payant. Ben, venez pas me faire croire que vous êtes là pour le bien-être puis la santé des gens, c'est faux. Ouais. C'est de l'immobilier. Puis je trouve que souvent, les personnes âgées, puis tu sais, ceux qui veulent déménager pour vrai dans ce type d'endroit-là en se disant, ben oui, ça, c'est bien correct. Si les gens le veulent vraiment en se disant, ben il va y avoir des activités, puis ça va être le fun, puis je vais rencontrer du monde. Parfait, allez-y, puis c'est correct que ça existe. Sauf que là, le problème qu'on a avec ça, c'est que tout l'argent, tout le crédit d'impôt au Québec qui est octroyé pour le maintien à domicile, il ne va pas dans les vraies maisons des personnes âgées. Il va dans ces grosses résidences-là. C'est eux qui prennent les crédits d'impôt pour le maintien à domicile. Oui. C'est ce que tu as découvert. Oui. Puis ça me fâche, puis ça me blesse. Puis tu sais, dans le cas de ma grand-mère, quand je te dis, on nous fait miroiter des choses qu'on ne livre pas, ce qui a été le déclenchement final pour dire, OK, bien, elle va déménager, elle va y aller. C'est que quand ils nous ont dit à la famille, bien, écoutez, il faut qu'elle rentre quand elle est 100% autonome. Parce que le jour où elle sera plus 100% autonome, nous, on ne la prendra pas. Donc, vous êtes bien mieux qu'elle déménage tout de suite pendant que ça va bien. Puis le jour où elle va perdre de l'autonomie, elle va être déjà rendue et on a un étage pour les gens moins autonomes où on va continuer de s'occuper d'elle. Mais ma grand-mère, c'est pas ça qui s'est passé. 2 semaines après le déménagement, elle a eu une baisse de pression, s'est retrouvée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en face de la résidence. Oh, elle n'était plus en santé là, pour retourner là. Exact. Et là, ben, plus on avançait dans le temps, plus, là, avec les infirmières, les préposés, les médecins, là, on voyait que son état n'allait pas s'améliorer. Et là, ce qu'on nous a dit à la résidence, quand il a été question qu'elle quitte l'hôpital puis qu'elle retourne, ça a été « Ah non, nous, on la reprend pas. » Oui, mais tu sais, moi, là, j'en reviens pas parce qu'à un moment donné où tu es au téléphone avec une de ces femmes-là, là, en tout cas d'une résidence, là, je sais pas si c'était la résidence de ta grand-mère, mais tu parles avec quelqu'un dans la direction et on apprend que parce que si elle est malade, elle dérange les autres résidents. Il faut avoir l'air en santé pour pas déranger le monde. Tu fais, mais ça se peut pas. Surtout au prix que ça coûte en plus là, de vivre dans ces résidences-là. C'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Tu sais, quand je te dis, nous, la décision familiale a été prise sur cette base-là en se disant, ouais, il faut 40 autonomes. Fait qu'il faut le faire tout de suite. Puis ils vont la garder, mais c'est pas vrai. Ils ne voulaient plus. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que tu dis qu'à travers ça, tu parles de ta famille. Ça a quand même créé on peut-tu dire des conflits, en tout cas des troubles. Des tensions. Des tensions, c'est ça le bon mot, au sein de ta famille.
Ça a été quoi, ça, ces tensions-là? Ben, Il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas. Est-ce que vous êtes en grand nombre? Il y avait bien du monde qui décidait? Ou... on n'est pas nombreux. Non. Sauf que je te dirais que moi, ma grand-mère, moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents, puis comme elle osait beaucoup me parler, peut-être parce que moi, je suis sa petite fille, tu sais, fait que le lien, il est très fort, mais il est différent un peu. Donc, moi, elle osait me dire que ce qu'elle voulait, c'était rester dans sa maison, mais ce qu'elle disait à... Ses enfants. Oui, ben c'était pas la même chose qu'elle me disait à moi parce qu'elle voulait tellement pas déranger, puis... Pas devenir un fardeau, hein? C'est ça. Ça revient souvent. C'est ça, D'ailleurs, ça les gens revient. le disent beaucoup dans le documentaire, « Je veux pas être un fardeau. » Oui. Mais tu sais, je pense que si les gens le disaient, ça, si ces discussions-là avaient lieu avant, ben, tu sais, dans les familles, là, par exemple, mon père, là, que je voulais donc bien y faire dire, mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi le jour où tu vas vieillir? Qui a posé cette question-là? Ouais. Puis tu vois, même mon père, il veut même pas me répondre parce qu'il veut pas être un fardeau. Je dis, oui, mais regarde, qu'est-ce qu'on a puis lui, vécu. non, c'est sûr que moi, je vous dérangerai pas, puis c'est tout clair, mais ça, c'est facile à son âge. Il est pas... C'est Son ça. discours va peut-être changer. En tout cas, là, tu l'auras eu, toi, la discussion avec lui. Oui. C'est quand même un avantage, un privilège. Ouais, oui, vraiment. Puis je pense que c'est extrêmement important de le faire quand tout le monde est en santé. Puis je pense que si ces discussions-là avaient lieu, ben dans la grande majorité des familles, les gens sont pas des fardeaux. Puis tous ceux que j'ai rencontrés dans le documentaire là, qui le vivent d'avoir un proche à la maison, ben pour eux, c'est pas ça. Eux, là, c'est juste comme, ça va de soi. Regarde, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, elle s'occupait de moi quand j'étais petite. Donc, moi, je veux faire ça pour elle. Puis oui, ça me demande d'adapter des affaires dans ma vie, mais c'est pas des sacrifices. Non, c'est pas ça, un t'as fardeau. des témoignages qui, effectivement, la maman qui est atteinte d'Alzheimer, elle habite chez sa fille, le beau-fils, le gendre, en fait, a accepté. Ouais. C'est un choix. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, donc tu te promènes dans différentes familles, ce couple qui habite dans une résidence, là, et qui, eux, là, payent des soins. Là. Ça leur coûte 150 000 par année, hein? Oui. À ce couple-là. Ils sont deux dans leur maison. Et il y a une super femme qui vient, c'est du 24/7, là. Oui. Elle est tellement aimante, cette femme-là. Elle est vraiment magnifique. Mais ce qu'on apprend à travers ça, puis j'ai fait, maintenir une personne dans un CHSLD, ça coûte 100 000 par année à l'État. Au bas mot, oui. Au bas mot. Ces gens-là vivent dans... Bon, ils ont les moyens, mais c'est pas ça le point. Ils ont les moyens, ça leur coûte 150 000 par année pour les deux, dans une maison. Oui. Pour deux. Oui. Fait que là, tu fais, OK, la différence, c'est 50 000, mais sont deux personnes, alors que ça pourrait coûter 200 000 à l'État d'en avoir deux dans deux résidences ou dans deux chambres. Ou... Fait que tu fais, OK, mais ils attendent quoi pour faire des bons calculs? Parce que c'est possible, là, à quelque part, de faire ce calcul-là. C'est tout ce qui manque, c'est de la volonté politique. Parce que ça, là, c'est démontré là, que... Puis il y a d'autres pays ailleurs dans le monde qui le font, qui ont choisi un système qui est beaucoup plus orienté vers Danemark, le maintien. Japon, Allemagne. Oui. Et la liste est longue. Là. D'ailleurs, on va en faire une recherche là-dessus. Là. Oui, C'est vraiment. fascinant. Donc, ces pays-là ont fait ce choix-là, puis ça fonctionne très bien. Ils sont heureux là-bas avec leur système. Puis, tu sais, moi, je dis pas là qu'il faut mettre la hache dans les CHSLD pour pas en tout. Je pense que souvent, il vient un temps dans la vie où ça va arriver que quelqu'un n'aura plus le choix d'être en institution, en CHSLD, parce que là, ça devient trop lourd. Peut-être pas, Annie Soleil. Si on met les bons soins, les gens peuvent finir leur vie, oui, dans un lit d'hôpital, dans leur maison. Bien, c'est ça. C'est exactement là où je m'en vais. C'est que si tu leur donnes... Tu sais, quand on pose la question aux gens, là, à 90 % ils veulent rester dans leur maison le plus longtemps même possible. Toi et moi, oublie les gens âgés, les gens malades, toi puis moi, là, on te dit demain, là, voici, c'est votre état. Tu veux rester chez vous? Oui, les personnes handicapées, tout le monde que ce soit, chez eux, tout le bien monde. sûr. Mais oui. Donc, si on avait accès véritablement à un vrai maintien à domicile puis à des vrais soins à domicile, puis ça, c'est démontré, là, les chiffres que je vais te donner, bien, on en a vraiment les moyens. Puis moi, ça me fait capoter un peu quand j'entends dire « Oui, mais on n'a pas les moyens d'aller vers les soins à domicile. » C'est faux. On n'a pas les moyens de ne pas prendre un vrai virage vers les soins à domicile. Puis, tu sais, en ce moment, là, il y a énormément d'hospitalisation, comme ça a été le cas pour ma grand-mère. Ça coûte cher à l'État. Puis, tu sais, si on mettait 6 fois plus d'argent dans les soins à domicile qu'en ce moment, 6 fois plus, là, ben, ça permettrait d'économiser par année à l'État entre 500 millions et 1 milliard. Alors que les proches aidants, malheureusement, ont très peu de soutien financier, très peu de soutien psychologique. T'sais, on a besoin de ce monde-là. Bien sûr, parce que les soins, il y en a. Oui. C'est de l'accompagnement pour les aidants.
sais, après la dernière maison, là, j'ai reçu tellement de témoignages. Là, je dois être rendue à peu près 15 000 témoignages de gens qui m'écrivaient en privé pour me raconter leur histoire de proche aidance, leur histoire avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Il y en a plein là, qui me racontaient des histoires tragiques là, que eux-mêmes se sont brûlés, se sont épuisés, ont fait des dépressions sévères parce qu'il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de soutien. Puis... Non, mais c'est parce que tu peux pas porter tous ces chapeaux-là. Ouais. C'est pas juste de faire une soupe, puis d'y mettre son pyjama, puis d'y laver les draps. C'est tellement grand, la proche aidance. Dépendamment des cas. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais en général, la proche aidance, c'est plusieurs années. Ouais. Et c'est tellement lourd, la charge de ça, parce que t'es pas équipé, t'es pas connaisseur, t'as pas les connaissances nécessaires. Oui. Puis, tu sais, comme je te disais, moi, j'ai la chance de venir d'une famille très unie. Puis, malgré ça, pour nous, là, tu sais, tout est correct, là. Tu sais, c'est une page qui est tournée, puis ça va. Mais quand on était là-dedans, ça a créé des tensions parce que on n'avait pas tous la même vision de ce qui était le mieux pour ma grand-mère. Puis, tout le monde voulait tellement faire pour le mieux, là. Exact. Tu sais, il y a des gens, malheureusement, où il y en a des mauvaises intentions, où il y a des questions financières, d'héritage. Oui. Nous, c'était pas ça. ça. Ben non. Nous, c'était juste qu'on voyait pas ça de la même façon. Donc, moi, j'étais du côté du à domicile, puis les autres étaient plus comme « Ouais, mais non, ça serait mieux qu'elle déménage, ça serait plus sécuritaire. » Donc, oui, puis c'est ça, souvent, c'est une question de sécurité. Ben oui. Hein? C'est pas juste Ben on oui. veut pas s'en occuper. La famille était très présente. Oui. Puis, tu sais, quand tout ça se mêle du portrait puis vient amener des discussions qui sont pas le fun à avoir, qui sont difficiles, bien, c'est sûr que t'es dans une espèce de tempête où tu vois pas la fin. Puis des fois, je me demande, là, tu sais, ma grand-mère, ça a duré, en tout, là, cette période-là, 3 mois. Là, j'exclus à partir du déménagement, ou à partir du moment où elle a été déménagée, ça a duré 3 mois. Pour les gens pour qui ça dure des années, ça doit être horrible de vivre ça. Moi, ça a été des mois d'enfer, ça, puis tout ce qui a précédé le déménagement aussi, les discussions de non, c'est pas ça qu'il faut faire, puis oui, c'est ça, puis regarde, puis j'étais dans le corridor à l'hôpital, là, puis je passais mon temps à appeler des spécialistes, des gériatres, des sous-ministres, des députés, puis moi, je suis chanceuse parce que j'ai accès à un bon réseau autour de moi. Fait que je pouvais appeler ces gens-là pour me faire donner leur juste sur qu'est-ce qui va arriver à ma grand-mère quand elle va sortir de l'hôpital. Ouais. C'est quoi les options? Puis de me faire dire, t'en as pas de bonnes options. T'en as pas. Là, ce que je voulais faire, moi, c'était de la ramener à la maison et là, d'engager de l'aide. Puis là, ce qu'on m'a dit, c'est, tu pourras pas le faire parce que là, elle est rendue trop maganée pour ça. Si tu veux l'essayer, bonne chance, mais il va falloir que tu aies une PME. Donc, ça va te prendre des employés. Ça va te prendre 3 chiffres de 8 heures par jour. Oui, puis là, si t'en as un qui ne rentre pas, d'assistance. ça va être difficile. Puis finalement, donc, tu vois, là, ça m'a fait me réaliser que j'étais peut-être pas équipée suffisamment pour ça. Puis financièrement, tu sais, je veux dire, je suis pas millionnaire, là, tu sais, ça a ses limites. Sauf que je l'aurais fait. Puis je pense que si on s'était mis ensemble, on aurait pu, mais effectivement que c'est énormément de gestion. Mais là, ce que j'ai découvert après avec le documentaire, en rencontrant des gens qui le font, c'est que ça se peut. Mais ça prend énormément de moyens financiers. Puis si l'État acceptait de le prendre pour vrai, le virage vers le maintien à domicile, bien là, ce serait possible pour tellement de monde. Là, on aurait un vrai accès, comme ça se passe ailleurs dans le monde. Puis je pense que la qualité de vie des gens serait vraiment meilleure à tout point de vue. Mais tu sais, c'est fou parce que, comme je te dis, je fais beaucoup de recherches. On dirait que ça soulève bien des points. Puis tu fais, oui, attends, ça marche demain. Tu sais, économiquement, je prenais ça en note, là. Les entreprises, si on parle économie, là, hein, quelqu'un qui est un proche aidant, là, c'est clair qu'éventuellement et très rapidement va être moins performant dans ton entreprise. Ben oui. Tu comprends? C'est Parce sûr. qu'il y a trop de stress, il y a trop d'inquiétude, il y a trop de responsabilités. Il est déchiré, Ben ne oui. serait-ce que le choc de vivre ta mère que tu vois dépérir, Oui. ton enfant qui va pas bien, parce Oui. que la proche aidance, c'est Ah, vaste. c'est large. Là. Oui. Et donc, veux pas, c'est même pas bon pour les entreprises. C'est même pas bon. Donc, de dire et de rappeler qu'il faut avoir la discussion avec les patrons. Les patrons des entreprises, là, eux autres aussi ont un job à faire. Oui. Il y a une réflexion, on a une grande réflexion, en fait, de société à avoir Oui. face à la proche aidance. Mais déjà, au départ, ne serait-ce que les entreprises doivent aider leurs employés, leurs travailleurs, parce que de toute façon, eux autres aussi vont foncer dans un Ben oui. mur. Ça, C'est pour moi, prouvé. ça devrait entrer dans conciliation travail-famille. Tu sais, je pense qu'il y a une ouverture chez énormément d'entreprises qui a été faite sur
OK, bon, ben là, elle a un jeune enfant, fait que là, on comprend s'il Absolument. faut finir plus tôt. Mais ça s'applique pas juste aux gens qui ont des jeunes enfants. Ben ça non. devrait s'appliquer à tous ceux qui ont quelqu'un de qui ils s'occupent. Absolument, absolument. C'est un gros dossier. En tout cas, j'ai tellement... Avant de quitter, par exemple, je veux que tu me parles de ta grand-maman parce qu'on a commencé par toute la technique de ça, puis l'indignation que tu as vécue et la grande peine, mais je sais aussi que ta grand-mère, tu dis, ça a été l'amour de ta vie. Ta grand-mère, je veux dire, tu t'en remettras jamais de son départ. Tu dis aussi que ta grand-mère, elle t'a appris à grandir. Elle t'a vécu avec elle en plus. Tu disais tantôt, bon, tu sais, on est rendu ailleurs, on a tourné la page, mais il y a une page qui se tournera jamais. Jamais. C'est sûr. Jamais. Annie. Je pense que je vais toujours m'en vouloir de ne pas avoir réussi à convaincre tout le monde que le mieux, c'était qu'elle reste à la maison. Ma grand-mère, tous les jours, elle m'amenait à l'école en me prenant la main. Puis moi, j'ai l'impression que je l'ai lâché sa main. Évidemment, c'est des décisions familiales. Je pense que vraiment, vraiment, tout le monde a voulu faire pour le mieux. Ouais. Mais si c'était à refaire, je pense que j'irais encore plus loin dans tenir mon bout puis faire encore plus de recherches pour voir qu'est-ce qui se peut. Puis je peux te dire une chose, c'est que, tu sais, évidemment, pour quand mes parents vont vieillir... J'allais dire ça. Je vais faire ce qu'eux veulent, mais je vais être très à l'écoute de tous les signes. Puis si je sens que ce qu'ils me disent, ce qu'ils veulent, c'est peut-être pas exactement la vérité puis que c'est juste par peur de me déranger, ben on va l'avoir vraiment jusqu'au bout, la discussion. Puis, tu sais, là, en ce moment, je vais faire des travaux chez moi, puis ça, j'ai pas dit ça à personne, mais tu sais, il y a des pièces que je fais faire en fonction de si mon père est malade. Mais tu sais, moi, juste à la lumière de ce que j'ai vu dans ton documentaire, là, ton père, il va peut-être être fâché contre moi, mais je m'en fous. Je pense que ton père, c'est clair qu'il veut pas s'en aller dans un endroit comme ça. Je le vois. On voit les images, là, il vit à la campagne, il a tous ses outils, ses affaires, puis voyons donc. Tu sais, ça peut arriver dans 1 an comme ça peut arriver dans 20 ans, puis on lui souhaite, mais c'est clair que ton père, il faut que tu l'amènes chez vous, tu sais. En tout cas, ce documentaire-là, c'est une grande leçon à plein de niveaux. C'est un documentaire choc, c'est un documentaire coup de poing. T'es indigné, t'es en colère, toi qui es si rayonnante, t'es une fille qui est tellement... tu brilles par ta présence. Là, on découvre un autre volet de Annie Soleil, puis c'est un beau volet. En Merci. fait, on se rend compte qu'en dessous, là, il y a toute une force qui te porte, puis on voit bien d'où ça vient aussi quand on regarde ta grand-mère. Ça, c'est elle. C'est vraiment magnifique. En tout cas, pour voir, je dirais, en rattrapage, pour revoir, c'est sur cube.ca. J'ai fait une recherche, ou TVA+. Si vous cherchez La Dernière Maison TVA, vous allez le trouver sur la plateforme de TVA+, Cube. Effectivement, c'est gratuit. Magnifique documentaire. Puis t'as perdu ta grand-maman, mais on dirait que ça t'a ouvert toute une dimension de vie. Puis je suis convaincue, Annie Soleil, que d'en haut, ta grand-mère, elle doit tellement, tellement être fière de toi. Merci. Vraiment. Merci d'être venue nous voir. Hey, je peux-tu dire une dernière affaire? Oui. Une autre chose que j'avais très forte avec ma grand-mère, on regardait beaucoup d'émissions ensemble. Puis quand j'étais petite, ma grand-mère lisait des livres d'Arlette Couture. Puis elle m'a fait lire ça. Puis on suivait en même temps. Quand les filles de Caleb sont arrivées, elle suivait dans le livre. Elle me dit « Oh, ça, c'est pas pareil. » Puis t'as tellement été quelqu'un d'important dans ma petite enfance parce qu'elle lisait le livre, puis moi, je regardais à la télé. Puis ça, c'était vraiment très puissant là, chez nous, comme dans plein de familles au Québec, les filles de Caleb. Puis là, la belle Marina. Puis tu sais, ma grand-mère, elle venait de la campagne de Yamachiche. Fait que tu sais, Saint-Tite, puis tout ça. C'était son monde. Fait que ça a vraiment été important dans nos vies. Ça me touche bien gros de faire partie de tes souvenirs avec ta grand-mère. Vraiment. Merci, ma belle Annie Soleil. Merci. Merci. Merci à tous nos invités d'aujourd'hui. Marika Loumeau avec son balado « Devenir Margot » qui est disponible sur la plateforme numérique de Télé-Québec. Également, la belle Annie Soleil Proto avec son documentaire « La Dernière Maison » qui est disponible sur TVA+, ou aussi sur cube.ca. Et Charlotte Baudet de l'Appui. Sachez que dans le prochain épisode, nous allons aborder le sujet de l'argent.
C'est quand même, hein, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, là, les moyens financiers des proches aidants, c'est quand même un sujet important, majeur parfois, et tabou aussi également. Si jamais vous avez besoin d'aide, si vous vous êtes reconnu aujourd'hui ou si vous avez pensé à quelqu'un qui aurait besoin d'aide, il y a la ligne Info Aidant qui est disponible pour vous, un 855-874-7784. Vous pouvez y aller aussi de façon à écrire via le courriel qui est infoaidant@l'appui.org. Je le répète, les conseillers, conseillères sont vraiment là, vont se faire un plaisir de vous lire, un plaisir de vous écouter et surtout de vous accompagner. Et sachez que c'est gratuit aussi. Je pense qu'on l'a dit tout au long de cette saison-ci, de la première saison aussi, je pense qu'un mot-clé, ou une phrase clé, c'est éviter de s'isoler. Je pense que ça, c'est important dans notre rôle de proche aidance. Sachez que vous n'êtes pas seul, il y a des services qui sont disponibles et il y a des gens qui sont là pour vous aider à avoir ces services-là aussi. L'appui.org, c'est un site, je pense que vous allez apprécier. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de conseils aussi et des témoignages également. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ici, Marina Orsini qui vous dit à très, très bientôt pour un autre balado des proches aidants.